Donc Pierre est né en 1966, qui est un grand millésime, comme tout le monde le sait, surtout ceux qui sont nés en 66. Il me doit le respect parce que j'ai 2 mois d'avance sur lui. Voilà, 2 mois, exactement. Après, scolairement parlant, bon, c'est pas Maxime, mais c'est pas mal, quoi. Le 16e à Reims, un peu de diplôme en Allemagne. Et puis, tu vas commencer donc ton VSN au sein de la maison Pierre Lanier. C'est quand même dingue. Alors, on va le dire, c'est familial. Et racontons un peu la genèse. Donc, ce sont des parents qui ont créé cette maison en Alsace, dans un petit village. Nous sommes en 1977 et tu as Béatrice et Jean-Paul qui s'engueulent. Ils s'engueulent. Enfin, maman avait mis ses 2 enfants à l'école et elle a dit à mon père, écoute, tu me trouves un truc à faire ou moi je vais bosser quelque part. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils sont allés chercher, ils sont passés dans toute l'Europe pour essayer de chercher un produit à importer en France, un produit à vendre. Et ils sont par hasard tombés sur des montres. Mais alors, Pierre Lanier, il a existé, c'est quoi Pierre Lanier, alors, un jour m'est arrivé une idée, j'ai dit, quelqu'un m'a posé la question, Pierre Lanier, c'est qui? Je dis, c'est la première personne qui a été libérée lors de la prise de la Bastille. Et là, les gens me regardent, et là, je suis sûr qu'il n'y en a à peu près aucun qui peut me dire si c'est vrai ou faux. Jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit, il fait partie des 7. Oh là, ça se complique. Bon, ok. Voilà. Alors, donc, ton premier job, c'était VSN, et donc, tu es parti pour la maison ouvrir la filiale américaine. Ouais, je suis arrivé, j'avais 22 ans, j'avais une tête de 17 ans, je pense. Et je suis arrivé avec 2 valises, une valise de vêtements, une valise de montres, et puis je suis arrivé à New York et j'ai commencé à aller voir des grands magasins, des bijoutiers sur toute la côte Est. Et alors après, donc, tu reviens en Europe, tu quittes New York, et tu vas en Allemagne. Oui. Tu as passé 3 ans dans la maroquinerie en Allemagne. Chez qui et pourquoi ? Parce que j'étais sûr d'une chose, c'est que certainement qu'un jour ou l'autre, je rentrerai dans l'entreprise, mais je voulais surtout pas y rester dès la fin de mes études. Ouais, donc j'avais dit, une fois que j'ai fini, j'étais à l'école, le CESEM, c'est bien parce que c'est une agence matrimoniale internationale. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Oh, c'est mignon, voilà, ça. Qui habitait C'est toujours la même ? C'est toujours la même. Mais ça, c'est mignon voilà. Aussi, c'est rare. Oui, enfin, oui, on a fêté 32 ans de mariage. C'est très rare aussi. Et alors, donc là, tu l'as rencontré, donc tu l'as suivi en Allemagne. Oui, et on s'est dit, le premier qui trouve un job, l'autre y suit. Et elle a trouvé un job à Francfort, et donc je suis allé à Francfort. Alors ensuite, 1992, tu reviens en France. C'était très sympa à Francfort parce que j'étais dans une boîte de maroquinerie et je m'occupais de la licence Davidoff. Ah, très bien. Ouais, et j'ai eu la chance de découvrir le cigare avec Zino Davidoff. Waouh, ça c'est un grand moment, quoi. Toujours, on avait Pétrosian pour le Pétrosian et on avait à l'époque Androuet pour le fromage. C'est des grandes rencontres, je suppose, quoi. Tu reviens en France, 92, tu intègres la boîte. La société, donc, elle est dans un tout petit village, Poli, en Alsace. Hein. Il y a combien d'habitants ? 600. 600, dont les 3 quarts bossent chez toi. Non, mais ça me fait rigoler parce que la semaine dernière, j'étais en Arabie Saoudite. Oh, ça, c'est un peu plus grand. Oui, non, mais je leur racontais et je disais, voilà, on vient d'un village avec 600 habitants. Les gars, ils me regardaient, ils me disaient, on achète. Mais c'est le désert, mais qu'est-ce que vous allez foutre là-bas, quoi. Moi, j'étais fier de mon village et eux, ils me disaient, mais... Alors, tu as 110 collaborateurs, je suppose que tu as 0 turnover là-bas, non ? Pas trop. Non. Oui, on a une ancienneté moyenne de 21 ans. 21 ans ? Oui, c'est très drôle parce que quand j'en ai parlé avec mon chinois, lui, à 21 mois, il aurait été... Enfin, mon distributeur chinois, à 21 mois, il aurait été content. Ouais, c'était... Alors, aujourd'hui, donc, tu produis en France, tu vends du Made in France. Est-ce que ça fait vendre plus cher ou c'est juste un effet de mode ? Non, la particularité, c'est que nos produits sont dans une gamme de prix entre 100 et 300 euros public. Et le prix moyen en France d'une montre, c'est combien ? J'en sais rien. C'est combien, madame la présidente ? 300 euros le prix moyen en France, y compris avec les trucs à 2 balles en prix moyen. Ouais. Ah oui. Il y a aussi des plus chers, oui. Et donc, la particularité qu'on a, c'est qu'on assemble en France avec des composants asiatiques. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, tu as également, tu produis que en France, tu as d'autres pays, Madagascar, sur lesquels tu es présent ? Alors, c'est très drôle, parce qu'en 2001, sont arrivés les 35 heures. Et nous, on avait les plans d'agrandissement de l'usine. Et on s'est dit avec mon père, wow. On va rapetisser finalement. On va attendre. Et on avait un fournisseur qui était à Madagascar. Et on a commencé à ouvrir une unité à Madagascar. Et en 2001, j'aurais jamais pensé que maintenant, j'ai encore de la production en France. Et on est descendu jusqu'à 10% de production en France. Et l'an passé, on a fait 65% des montres, on les a produites en France. C'est beau ça. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai retour, il y a une vraie plus-value à faire.
Alors, combien de montres, c'est une question que je peut-être connais la réponse bien sûr, combien de montres produit Pierre chaque année? 100 000, plus que ça. 200 000, plus que ça. 400 000, t'en fais, non? Ouais, 400 000. 400 000 avec... Ce qui fait que notre petit village de 600 habitants... Très Bellemare, tu es très bien Bellemare, là. Non, mais ce qui fait que notre petit village de 600 habitants, c'est le village au monde où le taux de montres fabriquées par habitant est le plus élevé. Voilà. Alors, tu as également 80 nouveautés, donc tu as tous les codes du luxe, Pierre. Oui. Alors, 80 nouveautés, qu'est-ce qui les trouve parce qu'il faut les trouver, quand même. Ouais, ça c'est une de nos forces, c'est qu'on crée tout le temps. Mais on en crée 80, mais il y a 20 ans, on en crée 300 par an, quoi. Ouais. Donc on se restreint un petit peu parce que c'est du stock, quoi. Alors 85% de ton business, donc c'est en France. Donc tu vends à des revendeurs qui, moyennant une marge de 400%, revendent ta montre, quoi, c'est ça? Oui, quasiment. Ouais. Ils gagnent bien leur vie ou pas? Parce qu'il paraît que, on en parlait tout à l'heure hors antenne, si je puis dire, il paraît que la Covid, personne ne l'a senti chez vous, hein? Ah non, ça a été... Oui, alors, on l'a senti quand c'était fermé, mais quand ça a réouvert, wouh, c'est parti. Ouais. Et le français, t'es amateur de montre ou pas? De vin aussi et de... Non, mais il y a vraiment quelque chose... Petite défaillance. Il y a quelque chose qui se passe dans l'horlogerie, c'est qu'il y a plein de jeunes marques qui sont en train de se créer. Des gars qui sortent... Françaises, tu veux dire? Françaises, oui. Qui sortent d'écoles de commerce. Moi, je me souviens, quand j'étais en école de commerce, le but, c'était LVMH, L'Oréal, machin, tout ça. Maintenant, les jeunes, ils veulent créer leur boîte, ils veulent créer leurs produits, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est top. Donc, tu exportes 15% de ta production. Donc, quels sont les pays phares ou cibles, lesquels? Alors, on faisait 25% avant le Covid. Et on s'est vraiment pris une claque pendant le Covid. On n'est plus qu'à 15%. Premier pays, c'est la Chine, qui est passé d'1 million d'euros d'achat à 70 000, quoi. C'était radical. Et puis maintenant, on essaye de développer tout ça. Et parce qu'en France, on est plutôt bien placé. On est dans le top 3 des vendeurs de montres en général, avec tous les concurrents étrangers dans notre gamme de prix. Mais à l'export, c'est à l'export qu'on peut se développer si on veut se développer, quoi. Et pourquoi est-ce que les Suisses sont meilleurs que nous, en théorie? Parce que, bon, un Suisse, c'est un Suisse, hein. Oui, ça c'est vrai. Et puis qu'il pense qu'il est le meilleur, ça c'est clair. Possible aussi, oui. Mais non, la différence c'est que quand mon père a créé sa boîte, enfin a créé ses montres, a créé la marque Pierre Lanier, il est allé en Franche-Comté acheter les produits à sa marque. Et il faisait que ça. Il y a quasiment pas de marque d'entreprise qui crée leur marque. Et elles ont toutes disparu quand les Chinois sont arrivés. Ouais. Ils ont raflé le business. Et celles qui restent, c'est des marques. Alors, peut-être vous connaissez, c'est Michel Herbelin. Il y a Libre qui revient. C'est des marques. Et c'est ça qui permet de rester. Et nous, dès le début, mon père a voulu que ce soit une marque. Et on n'a pas dit pourquoi. Lui, il voulait que ce soit le Pierre Lanier. Il voulait que ce soit un nom de créateur. Qu'on ait l'impression qu'on achète la montre que Pierre Lanier a créée. Et à l'époque, il y avait, oui, celui-là, et à l'époque, il y avait des Swatch, des Yema, des Seiko. C'était pas des noms de créateurs. Maintenant, tout le monde fait des noms de créateurs. Et ça, c'était sa force. Et il a tout de suite basé tout sur la marque. Et le sourcing et les prix d'achat des matières premières, tu as dû avoir un peu quelques surfroids, non? Parce que non, franchement, ça a bien fonctionné. À part le transport, c'est un peu une catastrophe, mais ça s'arrange aussi. Non, ça a été à peu près. À peu près. Ouais. Et alors au niveau donc, le détaillant de base, il a combien en marge en général sur une montre? En général, hein, il multiplie par 2,2. Par 2,2, quoi. Ouais. Donc il peut te faire un petit prix, mais enfin il lui reste encore un peu de sous, quoi. Oui, mais le reste coûte cher. Hein. Non, ouais. Franchement, le problème c'est qu'il est sur cette base-là. Et s'il n'a pas ça, il n'y arrive pas. Donc il n'y a même pas... Et alors ton papa, parce qu'on a eu tout à l'heure Joël avec Maxime pour le groupe Séché Environnement, où il y a une transition intelligente, je crois très intelligente. C'est pas le cas de toutes les boîtes familiales, hein. Parfois il y a des vieux cons qui restent jusqu'à 200 ans là, qui ne veulent pas partir. Toi, ça s'est bien passé? Ouais, il a 102 ans, il est encore là. Il est encore là. J'ai bossé 20 ans avec Alors c'est très drôle, j'ai bossé 20 ans avec mon père. Je crois qu'on s'est froissé un week-end. Ah oui? À un moment, j'ai dû lui dire, papa, tu crois pas que... Il dit, oh, quand même, hein. Et un week-end et c'était fini. Ah bah ça va. Et ça s'est très bien passé. Et ce qui était très bizarre, c'est que le jour où il n'était plus là, il vit toujours, hein, mais le jour où il n'était plus là, ça faisait bizarre parce que j'avais l'habitude de discuter avec lui tout le temps, même si je décidais, mais je discutais. Et puis à un moment, il n'y avait plus personne. Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Et ça m'a fait changer un peu aussi le type de gouvernance de l'entreprise. Alors on voit quasiment le milliard là pour le groupe Séché. Toi, c'est une PME, 17 millions d'euros. Qu'est-ce qui te manque pour devenir une ETI? Ça me fait rigoler parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Kuhn, qui est à côté de chez nous, qui est un gros groupe qui est dans la machine agricole. Et ils faisaient à un moment, ils ont dépassé le milliard, ils ont fait 1,15 milliard. Et j'ai dit au PDG que je connaissais,
Peut-être à 1 milliard près, on fait le même chiffre. Qu'est-ce qui te manque pour passer à 50 millions? Comment tu peux faire pour exploser? Si tu as envie de le faire, Il faut aller à l'étranger. Il faut qu'on aille à l'étranger. Ouais. La croissance, c'est à l'étranger. Ouais, ouais. Et là, j'ai une directrice export extraordinaire, qui est ma fille. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, donc ça continue? Qui vient de démarrer. Non, mais et ça, franchement, c'est fun. Donc le capital, il est 100% verrouillé famille. Ouais. T'as pas envie de faire rentrer des gentils fonds d'investissement? Si, j'ai rentré un fonds ISF. Ouais. Et là, dans un mois, c'est moi qui vais le rembourser. Pour développer. Ouais, bon, d'accord. Alors après, tu as d'autres activités, pas mal d'activités, notamment le basket, vu ta grande taille. Ouais. Donc tu es. J'ai jamais fait du basket de ma vie. Donc tu es impliqué à Strasbourg. Oui, au club de basket de Strasbourg. Il joue en quelle division? En Betclic Elite. C'est la première division. La première division. Voilà. Et parce que tu aimes le basket ou parce que c'est... Non, je suis tombé dedans parce qu'on était partenaire de l'équipe de France de basket. Et puis je me suis dit, on a un gros club à Strasbourg, je suis partenaire. C'est un club qui est spécifique parce qu'il est fait de beaucoup d'entreprises actionnaires. Je suis devenu actionnaire, maintenant je suis au directoire. Et voilà. Ouais. Alors le foot, avec Keller, qui est un type formidable, ton président, là, même si là, à 15e, ça va être chaud pour se maintenir, parce qu'il y en a quand même 4 qui descendent. Là, tu es sponsor. Oui, parce qu'on est en Alsace, on est très local. Oui. Mais tu aimes le foot ou autant que le basket? Ah oui, le foot, c'est mon métier. Bon, enfin, c'est pas mon métier, mais c'est mon truc, là. Bon. Oui, je suis alors, pour tes 50 ans, mon cher Pierre, on t'a offert une formation à l'œnologie. Oui. C'était quoi cette formation? Ma femme m'a offert une toujours formation. Toujours la même. Toujours la même, à l'œnologie. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'y connaissais rien. Là, c'était vraiment, j'ai tout découvert. École d'humilité, tu veux dire? Oui, parce que les gens ils disaient ça sent ça, ça sent ça. Moi, je ne sentais rien. Mais j'aime le vin, ça c'est. Ouais. Et alors, tu aimes bien les vins également alsaciens, parce que tu me dis que moyen, nous on adore ça, c'est vraiment très bon. Et alors, tu es également membre du réseau Entreprendre, donc tu as donné, tu as reçu plutôt, tu as envie de donner un peu? C'est exactement ça. Je trouve qu'on a beau dire parfois dans les entreprises familiales, ça demande du travail, de l'investissement, mais franchement, pour moi, c'est une chance énorme d'avoir eu une boîte, que mes parents m'aient donné une boîte. Je peux m'éclater, je suis chez moi. Et ça, c'est top. Et donc, j'ai pas eu à faire tout le trajet qu'ont eu à faire mes parents, c'est-à-dire de créer tout ça. Ils ont commencé dans le garage. Et donc, c'est le minimum que je rende un peu. Et donc, je donne du temps à Réseau Entreprendre pour soutenir ça. Comme je vous disais, pour la gamme de prix qu'on a, on fabrique les montres, on assemble les montres en France avec des composants asiatiques. Et pendant le Covid, on a le temps de réfléchir un petit peu, je me suis dit, tiens, pourquoi on n'irait pas faire ce qu'on faisait il y a 30 ans, une montre fabriquée en France avec des composants français? J'ai dit, banco, on va y aller. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Il y a un seul fabricant de mouvement, il y a un seul fabricant d'aiguilles, il n'y a plus de fabricant de cadran, donc le cadran est suisse. Mais tout le reste, on a réussi à faire une montre 100% française, à l'exception du cadran, qu'on a sorti pour nos 45 ans et qu'on a appelé 1977. Et on est très fiers. Alors, 1977, c'est le prix aussi. Donc, vous voyez, entre 300 et 1977, pour mettre des composants français, voilà où est la différence. Mais je suis content qu'on l'ait fait, même si ce métier-là, c'est le même produit, mais moi je dis toujours c'est rendez-vous en terre inconnue pour moi parce que c'est un autre monde, il y a d'autres codes, il faut se les appliquer, mais on l'a fait et on est très content de l'avoir fait. Voilà. Et pour la familiale, juste, on était avec ma sœur, je dis toujours à ma sœur, je lui ai expliqué que ça l'intéressait pas, donc mais ça l'a vraiment pas intéressé. Et c'est super, enfin franchement, je prends un pied d'enfer à travailler avec ma fille. C'est top, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé, et elle n'avait pas prévu de venir aussi vite non plus. Et je ne sais pas si vous connaissez l'adage des entreprises familiales. On dit toujours il y a 2 sortes d'entrepreneurs. Il y a ceux qui pensent que le talent est héréditaire et ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Bon, dorénavant, à partir de maintenant, Pierre Lanier est la montre officielle du club. Je vais virer tous ces machins. On applaudit très chaleureusement Pierre et rendez-vous avec sa fille dans quelques années, quoi. Voilà.